On enchaîne avec notre deuxième table ronde, si vous voulez bien. Je vais appeler le député Pierre Persson, si vous voulez bien, monsieur le député, je vous en prie. Député En Marche de Paris. Geoffroy Cailloux, que j'ai cité tout à l'heure, qui est donc chef du bureau épargne et marché financier au Trésor public, qui va revenir sur la réglementation et qui va avoir du mal maintenant avec toutes les louanges exprimées depuis le début de ce colloque. Il le fera avec Domitille de Sertine, qui est la directrice de la division FinTech, Innovation et Compétitivité de l'Autorité de marché financier, l'AMF, qui a été largement cité aussi. On verra ce cas d'usage, bien sûr. Mais on va parler aussi industrie, et en particulier agroalimentaire, et on va le faire d'abord avec Mathieu Le Sueur, qui nous rejoint. Merci, je vous en prie, prenez place. Vous êtes consultant blockchain chez Talent, en pointe dans ce domaine aussi. François Stéphan est à nos côtés, expert blockchain. Venez prendre place, si vous voulez bien. Et toujours dans ce secteur de l'agroalimentaire, nous le verrons, et de la logistique, Stefano Volpi, président et cofondateur de Connecting Food. Je vous en prie, monsieur Volpi, prenez place à votre tour, avec, j'espère, une capacité aussi à répondre à vos questions tout à l'heure, puisque, on l'a vu, elles ont permis de recentrer le débat et d'aller un peu plus loin dans la précision. Alors, monsieur le député, peut-être, traditionnellement, ce forum, ces colloques qui ont une nature de relation avec le parlementaire, évidemment, nous amène à ouvrir les débats à chaque fois en donnant la parole à un parlementaire, et lors de la redire tout à l'heure à qui je passerai la parole. Comment vous voyez les choses du point de vue de votre observation de ceux qui participent à l'évolution du cadre réglementaire législatif? En effet, le maître mot, ça reste confiance. Confiance dans la technologie, mais confiance aussi dans les opportunités qu'elle présente. En tant que parlementaire, et je ne suis pas le seul, on est maintenant surnommé les crypto-députés parce qu'il y a dans cette nouvelle génération, et pas que, il y a des gens qui sont engagés sur la question. Non, mais ce n'est pas un propos à ton endroit alors. Tu es la plus moderne finalement de députés qui nous ont précédés. Mais aujourd'hui, on a donc décidé de travailler sur cette technologie parce qu'elle recouvre finalement de nombreuses opportunités. Et il a fallu dépasser les caricatures, dépasser parfois les préjugés qui ont beaucoup collé finalement à la blockchain et puis aussi aux cryptoactifs. Je vais rester très macro parce qu'après on rentrera très certainement dans le sujet, mais il y a eu un premier acte fondateur qui reste la loi Pacte et puis le budget que nous avons accompagné, mais nous avions plusieurs objectifs. Le premier, c'était de libérer les freins. Les freins, l'instabilité fiscale, la méconnaissance aussi à quelle sauce Bercy allait manger finalement à la fois les acteurs individuels ou les entreprises qui investissaient dans la blockchain. Bien entendu, l'instabilité bancaire et la difficulté qu'ont encore aujourd'hui nos acteurs finalement à ouvrir un compte bancaire. Et puis, le deuxième axe, c'était maximiser finalement les opportunités. Et là, il a fallu travailler sur l'investissement. Comment est-ce qu'on attire aujourd'hui des capitaux étrangers qui veulent investir dans un écosystème qui est certes balbutiant en France, mais qui est, à mon avis, de mon point de vue, un peu plus avancé qu'ailleurs. Comment est-ce qu'on fait pour que cet écosystème se renforce? Parce que c'est aussi gage de l'attractivité de la France quand on a des acteurs, et on en a cité certains, Binance, Kraken, qui veulent investir en France. Eh bien, le rôle de l'écosystème est majeur. Et si aujourd'hui on a une place, c'est pas simplement du fait de la régulation fiscale et comptable et bancaire, c'est aussi parce qu'on a des acteurs qui font de la recherche, qui investissent et qui font que la place française est une place attractive en matière de blockchain. Et puis, de mon point de vue et du point de vue du législateur, le rôle c'est quand même d'anticiper. On n'est pas là pour réguler, pour fermer les portes, on est là bien entendu en effet pour juguler les risques, mais on est là aussi pour anticiper le développement de la technologie, même si on ne sait pas véritablement quels seront les cas d'usage. C'est d'ailleurs la particularité finalement aujourd'hui de la blockchain, c'est que tout le monde en parle, on a connu les cryptoactifs, mais aujourd'hui les cas d'usage sont très peu développés. On parlera peut-être des cryptoactifs qui ont été lancés ces derniers jours, notamment par les GAFA, mais on voit de nombreux acteurs, et pas simplement des startups, aujourd'hui se saisir de l'opportunité de la blockchain, mais les usages tels qu'on les connaît sont aujourd'hui très méconnus. On n'imaginait pas qu'avec le protocole TCP/IP et SMTP, on pouvait commander un Uber en bas de sa rue 10 ans ou 15 ans plus tard avec son smartphone. Donc aujourd'hui, la technologie blockchain, on n'en voit pas finalement tous les usages et tous les potentiels. C'est ce que Thomas Prudhomme de la BPI disait, l'instant escape. On est dans ce moment d'un virage et pourtant ça bloque encore parce qu'il n'y a pas la technologie qui fait qu'on va pouvoir tous l'utiliser
Mais c'est pour ça que, la parole, à mon sens, elle se démocratisera si les usages se généralisent. Et donc, on verra dans des temps, à mon avis, très proches, des cas d'usage qui permettront bien à vos parents, qui sont peut-être pas du tout au fait de ce qu'est finalement la blockchain, et bien de trouver un cas d'utilité dans leur quotidien. Et donc, le rôle du législateur, c'est de voir comment dans le développement de ces nouveaux usages, eh bien, on doit aussi régir le droit, le faire évoluer, parce qu'il y a des logiques, et dans ton rapport, tu l'as bien mis en exergue, je redis droit civil, droit contractuel, il faut entrevoir peut-être des modifications, quasiment du droit des obligations, il faudra envisager finalement que dans les relations contractuelles, même avec le développement des smart contracts, on doit évoluer le droit, et donc le rôle du législateur, il est de pleinement anticiper le développement de la technologie, mais pas de le conduire dans un cadre qui soit restreignant, parce qu'on ne sait pas aujourd'hui quels seront les cas d'usage, et on n'est pas là pour réguler, enfermer finalement le développement de l'écosystème. Oui, parce que ce que vous nous dites, c'est que vous pourriez considérer aujourd'hui, au fond, que le travail est fait. C'est-à-dire que ça y est, maintenant vous avez posé le cadre, et puis, or non, l'évolution est permanente, et vous restez finalement tous, parlementaires, vigilants, pour pouvoir faire évoluer en permanence, avec souplesse, ce cadre. On va revenir sur l'esprit de la démarche, justement, sur la dimension financière, immédiatement, mais le cas échéant, pour que celui ou celle qui trouvera la techno, ce nouveau protocole qui va faire que ça va devenir grand public, viennent de chez nous plutôt, ou viennent le développer chez nous. Bien sûr, le premier risque, vous l'avez tout à fait identifié, ce serait de dire, voilà, on a posé la première pierre, on s'arrête là. Or, on le voit bien, on a travaillé sur la question des ICO, notamment avec l'AMF. Les ICO ont explosé en 2016, 2017. Aujourd'hui, il y a une raréfaction finalement de ce modèle de financement. D'autres modèles de financement émergent pour abonder des liquidités dans l'écosystème et permettre le recherche et le développement. Et donc, on a un écosystème qui est terriblement mouvant. Et donc, il va falloir continuer à entrevoir les trajectoires et anticiper tout cela, mais pas simplement rester sur le statu quo qui aujourd'hui a été mis dans le premier acte, qui est le pacte et le budget. Alors, comme on est entre gens bien élevés, vous passerez les micros. Il n'y en a que deux, mais ouais, tout ça pour dire que vous me refaites signe chaque fois que vous voulez réintervenir ou commenter un élément. Je passe la parole à la fois à Domitille de Certine et à Geoffroy Cailloux, d'abord, parce que... Non, on va commencer par vous, si vous voulez bien, monsieur Cailloux. Parce que, pourquoi ? Parce que vous êtes la puissance publique, via Bercy, vous avez participé à la mise en œuvre, et puis vous êtes la puissance publique via la régulation avec l'AMF. Et même si depuis le début, nous n'avons cessé d'être louangeurs à l'égard de ce qui a été réalisé, racontez-nous cette histoire. De quoi parle-t-on ? Et même si on a dans la salle ici que des spécialistes quasiment, c'est intéressant que vous reveniez sur la façon dont le droit, parce que c'est une première en matière de construction du droit en France et d'évolution de Bercy. Racontez-nous cette histoire, Geoffroy Cailloux. De quoi s'agissait-il ? Quel était le problème posé au départ ? Et qu'est-ce que vous avez fait ? Comment vous avez travaillé ? Merci. Oui, effectivement, on verra pour les louanges à la fin, quand tout ça sera terminé, si ça se termine un jour. Jamais. Mais en tout cas, elles seront certainement partagées. Non, sur la démarche, ça a déjà été dit lors de la première table ronde et encore à l'instant par Monsieur Persson. Ça a été vraiment un film en plusieurs actes. Je pense qu'au tout début, il y a eu l'intuition qu'il y avait là un développement technologique prometteur, avec l'idée d'introduire très tôt une ordonnance sur la blockchain en elle-même, la capacité d'inscrire les titres, ce dont on parlait tout à l'heure, dans une blockchain, avec ensuite le décret qui a été pris fin 2018, que plusieurs intervenants, dont Isness, auquel ils ont fait allusion, exactement. Ensuite, bien sûr, la loi Pacte, bien sûr, le PLF 2019 pour les aspects fiscaux, le cadre comptable également, qu'il ne faut pas oublier, qui a été pris à peu près en même temps en fin d'année dernière. L'idée était en fait d'offrir un cadre exhaustif. Ça, je pense que c'est vraiment le premier aspect et l'un des plus importants pour nous, par rapport même à ce que beaucoup de pays ont fait en Europe. C'était être en mesure de dire que la France est capable d'apporter une réponse réglementaire, fiscale, comptable à toutes les questions que peuvent se poser les porteurs de projets. C'est le premier point. Deuxièmement, ça a été de faire... Finalement, c'est ouvrir la fenêtre, une porte d'entrée. Oui, ouvrir la fenêtre, une porte d'entrée, préparer le terrain de foot. Il y a un certain nombre d'images qui peuvent s'appliquer, mais l'idée est vraiment là. Tondre la pelouse, tracer les lignes blanches pour que les joueurs puissent ensuite s'en donner à cœur joie. Il y a eu également le fait de faire ce travail sur nous-mêmes pour produire la loi de manière
innovante. Et nous, c'était évidemment le gouvernement à l'initiative du projet de loi Pacte, ça a été évidemment les députés, ça a été aussi, on n'en parle pas, mais le Conseil d'État, qui a réussi à avoir cet œil neuf, proactif et ouvert sur une réglementation dont on a dit depuis le début qu'elle ne serait pas figée, qu'elle ne serait pas gravée dans le marbre, parce que la réalité, le sous-jacent technologique lui-même évolue tellement vite que ce serait se tirer une balle dans le pied, d'être trop rigide et d'imposer un carcan. Donc c'est le visa optionnel, c'est des clauses de revoyure, c'est des choses qui vont évoluer, qui se construisent, bah oui, un peu par bloc en fait, comme la technologie elle-même, et qui nous permettent de nous projeter déjà dans l'après, de ne pas se reposer sur les lauriers pour anticiper, voilà, là où le palais va être et pas là où il est aujourd'hui. En quoi c'est original par rapport à ce qui se faisait d'habitude en France en matière de construction du droit? On pourrait en parler très longtemps, mais je pense qu'il y a déjà l'habitude très française de commencer par des définitions extrêmement précises, et ça c'est presque un trait de caractère, j'ai envie de dire, ou de formation. Et ça a été, à mon avis, un des premiers bons choix qu'on a fait collectivement, c'est d'échapper à ce piège. C'est-à-dire la querelle byzantine, de définir très précisément qu'est-ce qu'un crypto, qu'est-ce qu'un utility token, etc. Et rentrer là-dedans nous aurait pris beaucoup de temps, je pense. Pour rien, parce que c'est obsolète le lendemain. Pour rien, parce que ça peut être obsolète le lendemain, et parce que, encore une fois, on ne peut pas préjuger de ce dont l'avenir sera fait. Et il faudra être vigilant également au niveau européen à ne pas rentrer trop vite là-dedans, mais au contraire avoir des lignes de partage assez claires. C'est un instrument financier ou c'en est pas un. Et si c'en est pas un, et ben voilà, on est dans le domaine défini par Pacte. Bon, mais alors maintenant, puisque notre enjeu là, c'est déploiement, hein, de manière plus large encore. On a évoqué la question de la confiance, vous nous rappelez le cadre, très bien. Mais maintenant, comment pousser les acteurs? C'est plus tout à fait votre affaire, mais tout de même, qu'est-ce que vous dites pour que les gens y aillent? Ça reste notre affaire. Alors, le premier point, c'est que les acteurs, ils sont présents. C'est même pas un passage de relais, puisqu'ils sont présents dès l'origine. C'est-à-dire que ce soit au niveau de la loi, que ce soit au niveau des décrets, en ce moment même, les décrets sont soumis à des consultations. Ils ont été dans l'élaboration de ce projet, dans la co-construction. Et les acteurs, aujourd'hui, ils ont un rôle qui est un peu plus important, parce que justement, une fois que les lignes blanches et que sont tracées et que la pelouse a été tondue, il faut des gens qui jouent vraiment avec le ballon. C'est pas nous qui allons le faire, mais c'est à eux, voilà, les ledgers, tous les porteurs de projets qui ont quelque chose à faire dans la sphère crypto ou blockchain. Et après, en revanche, notre rôle, c'est d'être constamment à l'écoute des retours qu'ils nous font. Voilà. Monsieur Persson a évoqué la question de l'accès au compte. Est-ce que la situation s'est améliorée ou pas? Est-ce qu'il faut qu'on continue à être vigilant là-dessus? Et surtout, avoir, là encore, un œil sur les sujets qui sont déjà en train de poindre à l'horizon. On parle beaucoup de Facebook aujourd'hui. Il faut bien voir que l'ordonnance blockchain, c'est toute la partie titres, en fait, transmission et inscription des titres, mais dans l'univers financier, généralement, on a une patte titre et une patte cash. La patte cash, aujourd'hui, on ne sait pas encore vraiment l'inscrire sur la blockchain. C'est tout l'enjeu des stablecoins, parce que c'est ça un peu que Facebook a en tête. On va voir ce qu'il y a dans leur white paper, mais c'est ça un peu le projet. Et là, on touche à l'univers monétaire, donc c'est encore tout un autre horizon. Le fait même, vous voyez, qu'un haut fonctionnaire de votre rang accepte de l'utiliser les termes qui sont en vogue pour le moment et pas toujours spécifiquement cachés derrière une définition. À Bercy également, monsieur Guerrier. J'entends bien. Des exemples sur la suite, alors, peut-être, ou sur les cas d'usage, ou sur la façon dont on peut développer le... Typiquement, c'est pas à nous de les définir, c'est vraiment les acteurs qui viennent nous voir, mais ce que je peux dire, c'est on voit déjà que la patte paiement, elle va être très importante, et cette question des stablecoins. On voit que les caractéristiques de la blockchain commencent à être mieux appréhendées par les acteurs, et là où on se disait initialement, ça va permettre de faire du trading très facilement, on voit que les atouts de la blockchain ne sont pas forcément dans la vitesse d'exécution, mais plus dans la sécurité. Donc typiquement pour nous, dans la sphère financière, immédiatement, ça allume l'ampoule post-marché, chaîne de règlement des titres, et c'est là qu'on sent qu'il y a des innovations très porteuses sur lesquelles il faut qu'on travaille dès à présent avec les acteurs. Alors, Domitille de Sertine à vos côtés, l'AMF, donc, vous êtes
l'acteur opérationnel et régulateur immédiat et de tout ce dispositif. C'est vous qui distribuez les visas, nous dit-on. Très bien. De quoi s'agit-il? Expliquez-nous comment vous avez participé à ce travail d'élaboration et puis ensuite comment vous vous situez aujourd'hui et quel va être votre rôle. Très bien. Bonjour à tous. Donc effectivement, on a suivi, je dirais, de près les discussions qui ont entouré la loi Pacte au cours des derniers mois et des dernières années. Nous, on s'est saisi du sujet des cryptoactifs il y a maintenant près de 2 ans, en regardant de plus près le phénomène des ICO qui nous a interpellés, puisqu'il s'agissait quelque part d'une offre au public qui était réalisée à travers des instruments qui n'étaient pas des instruments financiers, mais qui pouvaient présenter certaines caractéristiques qui pouvaient les rapprocher. Donc on a publié une consultation à l'automne 2017, une consultation juridique pour savoir dans quelle mesure justement il fallait s'inscrire dans les cadres qui étaient aujourd'hui en vigueur pour les instruments financiers ou dans quelle mesure il fallait penser quelque chose d'un peu nouveau. Et je crois que ce débat qui avait été très nourri à l'époque, puisqu'on avait reçu beaucoup de réponses à cette consultation, plus de 80, ce qui pour des consultations AMF est un franc succès. Et ce débat qui avait été nourri a ensuite alimenté, je pense, les discussions autour de la loi Pacte. Le législateur a ensuite souhaité compléter le dispositif autour des ICO très innovant, on en a parlé, qui a été proposé, en ajoutant un second volet autour de l'ensemble des activités d'intermédiaires sur cryptoactifs. Donc ça comprend les fameux exchanges, ça comprend les custodians, donc ceux qui vont gérer les wallets de cryptoactifs pour le compte de leurs clients. Ça comprend également les courtiers ou les bureaux de change de cryptoactifs. Donc c'est un statut, je dirais, extrêmement large. Et donc effectivement, le pouvoir a été donné à l'AMF d'octroyer ces agréments et ces visas concernant à la fois les ICO et à la fois ces prestataires de services sur actifs numériques, donc le nom de ce statut. En ce qui concerne les ICO, le dispositif est en vigueur depuis à présent une dizaine de jours. Donc vous pouvez, s'il y a des projets d'ICO dans la salle, d'ores et déjà nous contacter via la boîte mail qui a été créée à cet effet. Vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'AMF et vous verrez, je crois que tout y est indiqué de manière claire et précise. Le modèle d'instruction, de white paper qui vous sera demandé pour obtenir ce visa de l'AMF est également disponible en ligne. Et l'intégralité de ces documents ont également été traduits afin que des sociétés étrangères puissent également venir demander le visa de l'AMF. Donc de manière concrète, aujourd'hui, ce dispositif-là est opérationnel. En ce qui concerne le volet PSAN, donc là, on est encore en attente de quelques décrets qui doivent passer en Conseil d'État prochainement. Et donc, effectivement, le dispositif devrait être mis en place d'ici la fin de l'année à peu près. Enfin, on dira à la rentrée, on espère. Et on a d'ores et déjà reçu beaucoup de marques d'intérêt, y compris d'acteurs étrangers. Donc, je pense que c'est intéressant de voir également qu'il y a eu un vrai écho au niveau international sur ces cadres qui ont été proposés. Quand vous disiez, on pourrait considérer que maintenant que les cadres sont en place, le travail est terminé, autant vous dire que de notre côté, de notre point de vue, on ne voit pas du tout les choses comme ça. Il va s'agir effectivement pour nous, régulateurs, de nous mettre concrètement au diapason blockchain et inversement pour les porteurs de projets blockchain, de comprendre qu'est-ce que ça signifie d'entrer dans un processus de régulation. Beaucoup d'appétit, beaucoup d'enthousiasme des deux côtés. Il se trouve que les équipes opérationnelles qui vont viser et agréer ces acteurs ont participé à l'ensemble des discussions depuis 2 ans. Ça a été aussi très important pour, je dirais, franchir cette marche blockchain qui n'est pas si évidente au premier abord. Et donc ça participe aussi, je pense, du succès potentiel de ces cadres. Mais rendez-vous dans quelques mois pour faire un bilan un peu plus détaillé. Oui, on voit bien à quelle vitesse tout ça va, puisque vous nous parlez de quelques mois à peine. Et je disais, ça passionne les parlementaires qui suivent ça après le premier cadre qu'ils ont fixé. Claude Deganet vient de nous rejoindre, je le salue, le parlementaire aussi qui est là sur ce sujet. Aujourd'hui, où en est-on alors de votre dispositif? Vous venez nous dire que depuis quelques jours, j'ose pas prononcer de façon comme étant une erreur, les ITO, c'est ça? Donc aujourd'hui, comment on doit procéder dans sa relation en dehors du net avec l'AMF? Donc les ICO en anglais et les offres au public de jetons, voilà. C'est la formule consacrée en français désormais. Donc comme je vous l'indiquais, il suffit de prendre rendez-vous avec l'AMF, de prendre connaissance de l'ensemble. On a vraiment essayé de rendre public l'ensemble du dispositif pour que les gens comprennent bien l'esprit de la réglementation. Ensuite, un rendez-vous sera organisé de manière très concrète. Et puis la suite d'une série de questions-réponses pour être bien sûr que l'acteur a bien intégré l'ensemble des
des exigences qui seront demandées pour viser le white paper, donc qui est le document d'information qui accompagne l'offre, et c'est lui qui fait l'objet du visa. Ce n'est pas la société émettrice, c'est vraiment le document d'information qui va expliquer l'opération aux investisseurs. Et puis, une fois que ces échanges ont eu lieu, le dossier peut être soumis pour le visa de l'AMF, qui sera octroyé en 20 jours ouvrés, donc quand même, je dirais, assez rapidement. Donc évidemment, les premiers dossiers risquent d'avoir des échanges, un temps de questions-réponses un peu plus long, puisqu'ils vont un peu essuyer les plâtres, dirons-nous. Mais en tout cas, l'ambition, c'était d'avoir un dispositif flexible et qui soit efficace, rapide, et avec vraiment le maximum d'informations qui soient disponibles au préalable pour les acteurs. Et vous nous dites, on voit déjà les signes que c'est perçu ailleurs par ceux qui suivent cette question blockchain et qui réagissent déjà et qui finalement viennent s'inscrire dans le cadre français qui le trouvent à leur gré alors. Alors, il y a des expressions d'intérêt. Dans quelle mesure cela se traduira concrètement par l'installation d'une société en France, puisqu'il y a quand même cette étape-là qui est prévue par les cadres. On n'a pas vocation à agréer ou à viser des opérations qui se dérouleraient à l'autre bout du monde, ou des acteurs qui exerceraient leur activité uniquement dans des pays en dehors de France. Donc, dans quelle mesure ils vont franchir cette étape-là, ça reste encore à démontrer. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de marques d'intérêt, d'acteurs asiatiques, d'acteurs américains. Donc, pour nous, c'est aussi un indicateur important et intéressant. C'est ce qu'on avait voulu dès le départ. Hein. Nous, au moment où on avait fait cette consultation sur les ICO, on l'avait traduite en anglais, on l'avait communiqué auprès de nos homologues parce qu'on pense justement que c'est important d'avoir ce retour de la part des étrangers. Ça valide la démarche et c'était important aussi puisque l'écosystème français, même s'il se développe, reste quand même relativement petit, modeste. Et donc, c'était très important pour nous d'avoir aussi ce retour des acteurs étrangers. Donc, on a bon espoir, effectivement, que ça se déploie. Et je dirais de manière plus générale, on a bon espoir que l'ensemble de ces cadres qui sont proposés par la loi Pacte participent finalement à l'industrialisation un peu de cette technologie blockchain dans le domaine des cryptoactifs et participent à l'émergence d'un écosystème sain de cryptoactifs en France. Bon, mais alors comment faire pour développer toute cette démarche et que ce ne soit pas qu'une affaire des initiés les plus pointus en matière de blockchain? Mais je pense justement que ces cadres réglementaires permettent quelque part de rendre accessible cet environnement au grand public. Le fait d'avoir une opération qui aura été visée par l'AMF permet de faire une offre au grand public. Donc ça va permettre aussi justement à l'ensemble du public de s'approprier cet environnement-là. Et le fait que l'AMF vienne apporter finalement son visa, sa garantie quelque part, qu'un certain nombre d'exigences auront été réunies par la société, ça va participer de ce mouvement-là. Après, nous, en tant que régulateurs, évidemment, c'est pas nous qui allons initier les projets, mais on a bon espoir que tout ça participe de l'essor d'un certain nombre de projets intéressants. L'étape suivante ? Alors l'étape suivante, on l'a évoqué brièvement dans le domaine qui est le nôtre. Donc effectivement, il y a eu cette étape, ce jalon très important des cryptoactifs. Mais la manière dont le cadre a été dessiné, c'est qu'effectivement, cela concerne tout ce qui n'est pas instrument financier. Or aujourd'hui, on l'entend, on le voit dans de nombreuses conférences, il y a de plus en plus d'attentes sur le secteur financier en lui-même. Où effectivement, si on regarde la technologie blockchain qui finalement permet d'échanger de la valeur de manière rapide, efficace et sécurisée, il y a de nombreux bénéfices qui pourraient effectivement être appliqués aux services financiers. Néanmoins, il est encore très tôt. On voit des projets qui commencent à émerger. La technologie commence à être appropriée par aussi des acteurs traditionnels. Mais effectivement, il s'agira ensuite de voir dans quelle mesure on va pouvoir essayer d'utiliser cette technologie dans le domaine des services financiers. Et ça, ce sera au niveau européen. C'est ce qu'on va voir immédiatement avec l'industrie agroalimentaire, la logistique, très bien. Geoffroy Cailloux, vous vouliez rajouter un élément en complément? Un tout petit complément pour rebondir sur ce que vient de dire Domiti. Vous nous interrogez sur l'industrialisation. Pour moi, un des signes les plus manifestes et les plus exaltants de cette industrialisation, c'est l'hybridation à laquelle on assiste dans l'écosystème. Je m'explique. Dans l'écosystème blockchain et crypto. C'est-à-dire qu'initialement, on avait des acteurs très convaincus, les startups, les early adopters, porteurs de projets, et de l'autre côté, assez loin, les acteurs établis, traditionnels, qui étaient plutôt le pied sur la pédale de frein, etc. Et ce qui est magnifique en ce moment, c'est qu'ils se rapprochent les uns des autres, les acteurs établis commencent à développer des projets pilotes dans la blockchain, etc. Je peux reparler de l'émission de Société Générale, par exemple, qui a émis une obligation sur blockchain pour 100 millions d'euros il y a un mois à peu près, ce qui est quand même un pas assez intéressant. Et de l'autre côté, les acteurs de l'écosystème qui, eux aussi, se rapprochent des professionnels, établissent des partenariats, etc. Ça, c'est un signe vraiment encourageant.
Alors, notre sujet, c'est bien ça, c'est le déploiement au-delà du secteur initial qui venait naturellement, qui est la finance, mais bien avec notamment l'industrie. Mathieu Le Sueur, à ce stade, vous voulez dire un mot, M. Vermont? Alors, Mathieu Le Sueur, si vous voulez bien prendre le micro, consultant blockchain chez Talent. Et alors vous êtes quelqu'un qui vient de l'univers d'un métier. De quel métier? Expliquez-nous ça, déjà. Oui, bonjour à tous. Oui, effectivement, moi je suis issu du secteur industriel. J'ai travaillé durant plus d'une quinzaine d'années pour l'industrie agroalimentaire à différents postes, que ce soit responsable qualité, responsable de production, et j'ai également suivi de nombreux projets industriels d'équipement dans l'industrie agroalimentaire. Et alors, comment on passe de cet univers, on disait un peu traditionnel, mais qui c'est du lourd, on produit, hein, à consultant blockchain chez Talent, qui est en pointe dans ce domaine? Alors, déjà, ce qu'il faut dire, c'est qu'on a la chance, enfin, j'ai la chance donc d'avoir rencontré Talent, et Talent intègre beaucoup de nombreux de personnes issues du métier. Donc il y a chez Talent des gens qui ne sont pas forcément à la base spécialisés en informatique, mais qui appartiennent à différents secteurs, banque, finance, chimie, assurance, oui, l'idée, c'est pas de vendre du concept, mais c'est de vendre la réalité, de l'efficacité opérationnelle, quoi. Tout à fait. Et alors, bon, mais comment vous êtes venu à la blockchain et qu'est-ce que vous développez chez Talent, déjà? Eh bien, moi, je suis venu à la blockchain parce que il y a de ça quelques années déjà, je me suis toujours intéressé aux problèmes liés à la traçabilité. Et j'avais pressenti d'abord la blockchain comme un usage de la traçabilité, bien qu'après j'ai compris que c'était bien plus vaste que ça et que finalement ça allait avoir un impact vraiment fort sur la supply chain. Voilà. Alors, en matière industrielle aujourd'hui, au fond, quel est du coup, parce que c'est ça qui nous intéresse, votre vision du moment où on se trouve, là encore? Vous dites on est dans un creux par rapport à la blockchain et à l'industrie. Expliquez-nous ça. Oui, alors, donc moi j'ai vraiment une expérience de terrain sur de nombreux projets, et le projet blockchain, c'est pas un projet comme un autre. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est le développement de nombreux POC. Alors les POC, ça veut dire Proof of Concept, c'est l'expérimentation de la technologie. Par rapport à ça, un POC, c'est bien qu'à partir du moment où ça s'inscrit dans une logique plus globale de développement de projet. Et aussi à partir du moment où ça répond à un use case précis, c'est-à-dire un cas d'usage précis et une problématique précise. Bon, je vais vous donner un exemple. Un grand distributeur a lancé par exemple un POC sur des rôles, des chariots en métal dans lesquels on met des marchandises. Bon, ça répond à une problématique précise qui est je veux connaître les marchandises qui sont livrées. Voilà, je veux avoir une certitude sur les marchandises et je veux limiter tout ce qui est erreur, fraude et gaspillage. Ensuite de ça, il l'a inscrit dans une démarche plus globale d'adoption de la blockchain. Et aujourd'hui, ce grand distributeur déploie un tas de blockchain un peu partout et sur d'autres cas d'usage. On peut le citer? Le grand distributeur, c'est Carrefour. Voilà, M. Volpi a trouvé tout de suite. Ouais. Oui, effectivement. Okay. Et donc, ça, c'est un premier aspect de la chose. Donc, je dirais, c'est commun à n'importe quelle innovation, à peu près. Il ne faut pas sortir un POC pour le POC. Le POC, c'est une étape dans une démarche plus globale de vision projet à long terme. Ensuite de ça, ce que je constate donc, par rapport au projet blockchain, si vous voulez, il y a 3 freins. Le premier, je dirais, c'est une méconnaissance ou c'est une certaine idée fausse de la confidentialité. Le deuxième, c'est l'hétérogénéité des équipes, la diversité des équipes qui vont mettre en place la blockchain. Et le troisième est humain, finalement. Pour parler du premier, en ce qui concerne donc l'aspect confidentialité, je dirais que ça se comprend. Parce qu'on a présenté aux industriels la blockchain comme étant un registre partagé par tous et transparent. Ouais. Or, aujourd'hui, il existe des solutions de blockchain privées, dont on parle peu finalement, ou de consortiums, qui admettent un haut niveau de confidentialité et de sécurisation. C'est-à-dire que ceux qui entrent et qui donneront des garanties de ne pas transmettre les informations, eux auront tous la garantie de la confidentialité de leurs données. Oui. Alors, il y a surtout plusieurs niveaux de confidentialité, mais il est évident qu'un industriel ne va pas dévoiler tout son process, tous ses secrets de fabrication. C'est normal.
Deuxièmement, donc en ce qui concerne les équipes qui vont mettre en place ces projets blockchain, nous, dans l'industrie agroalimentaire, par exemple, hein, mais industrielle d'une manière générale, on doit retranscrire un workflow dans une blockchain. Et pour ce faire, on a besoin des gens, d'acteurs qui sont des gens métiers, qui ont une connaissance métier. Et du coup, il faut absolument, quand on veut développer un projet de blockchain, introduire dans ces équipes, évidemment, des gens qui ont des compétences en informatique, ça va de soi, mais également des gens qui ont une vraie connaissance du terrain, des responsables supply chain, des responsables qualité, des responsables de production. Et c'est comme ça que ça marche le mieux. Troisièmement, je l'ai dit, hein, c'est un problème humain. C'est-à-dire, c'est une affaire de compréhension, d'acculturation à tout ça? Ouais, alors c'est une affaire d'acculturation, effectivement, vous avez raison. En même temps, il y a, je dirais, les projets qui se lancent en blockchain, souvent, quand on voit deux acteurs se réunir, ils me disent, bah écoutez, nous on s'entendait déjà bien avant, on se faisait déjà confiance, donc on a engagé une démarche blockchain sur notre supply chain, parce qu'ils se connaissent, parce qu'ils ont déjà travaillé ensemble. Mais c'est quoi? C'est Carrefour et un de ses grands fournisseurs, on peut prendre l'exemple Carrefour-Nestlé. Carrefour-Nestlé sur la purée mousseline, hein, voilà, si vous voulez que je cite, avait déjà des relations, de bonnes relations depuis un certain nombre d'années sur ce cas d'usage. Et donc, je pense qu'il faut très tôt que les acteurs se réunissent pour mettre en commun des façons de faire qui vont être... qui vont les relier ensemble et qui seront plus remises en cause par la suite. Parce qu'il y a quand même des processus lourds du point de vue de la blockchain qu'il faut mettre en place, des processus de consensus, hein, et sur lesquels on va devoir se mettre d'accord. Et une fois que c'est mis en place, après on n'aura évidemment plus besoin de revenir dessus. Oui, donc certification, garantie, sécurité, mais collaboration pour ça. Parler le même langage, être proche de la réalité opérationnelle, donc vous nous avez donné des conditions. Quelles sont les autres conditions de déploiement, alors aujourd'hui, pour convaincre d'autres d'y venir, de s'y mettre, de le faire? Alors, après, il y a aussi un travail qui est à nous, experts, à faire, qui est de faire en sorte de surmonter ces freins, les freins que je viens d'évoquer, et de faire en sorte de promouvoir la blockchain dans toutes ces dimensions, ce qui n'est pas toujours facile, parce que je pense que les industriels n'ont pas tous conscience du niveau de partage, mais justement, par acculturation, par communication, on peut réussir à faire comprendre que c'est un partage de données, et on ne vient pas donner ces données, on les partage. Mais au fond, on aurait intérêt à aller jusqu'au client final, c'est-à-dire le C le plus avancé, si j'ose dire, hein, de B2C, c'est-à-dire que parce que le jour où le consommateur se rendra compte qu'il peut être rassuré par la qualité du produit, d'où il vient, sa traçabilité, etc., finalement, ça donnera envie à tout le monde de s'approcher du système. Quels vont être les avantages là, dans votre domaine en particulier? Alors, si on parle du côté du point de vue du consommateur, le premier gros avantage que je vois, même si ce n'est pas non plus chose courante dans l'industrie agroalimentaire, c'est pour une fois, on peut faire le traçage complet du produit, et en cas de retour produit, en cas de rappel, on est sûr d'avoir rappelé tous les produits et on limite des aspects sanitaires compliqués, difficiles, voilà. Oui, qui sont inhérents à un produit naturel qu'on doit consommer. Donc, ensuite, on limite tout ce qui est fraude, tout ce qui est on ameilleure la confiance, hein, on en a parlé tout à l'heure, la confiance envers les labels, envers les marques, envers tout ce qui est organisme de certification. Merci pour toutes ces précisions. Stefano Volpi, alors, on développe ce cas d'usage avec vous, dont je rappelle que vous êtes président et cofondateur de Connecting Food. Qu'est-ce que c'est que Connecting Food ? Alors, Connecting Food est une société qui est dans la transparence alimentaire. Le point de départ, on vient tous les deux cofondateurs viennent du food, pas de la tech,
Et notre constat était que la confiance entre le consommateur, nous tous, et les produits qu'on consomme, s'était cassée. Donc elle est en baisse dans tous les pays, en Europe, aux États-Unis, etc. Et qu'il fallait reconstruire cette confiance si on voulait recommencer à créer de la valeur et à défendre un modèle. Alors moi je suis italien, mon associé est anglaise, mais on est en France, donc on est l'Europe. Si on veut recréer et valoriser le modèle européen, français, de l'alimentation, de la différenciation, il fallait prouver ces promesses. Et donc, on se dit qu'il faut trouver des nouveaux moyens, réinventer le système. Et réinventer le système, pour nous, ça passait par une nouvelle technologie, ou des nouvelles technologies, parce que j'ai rejoint les points de tout à l'heure, c'est la blockchain, c'est une partie de la réponse. Et la blockchain nous est apparue comme une partie de la réponse pour sa capacité à rendre les informations infalsifiables. Ça, c'est un point important. Infalsifiable, pas forcément vrai. Premier point. Donc la blockchain nous permet d'enregistrer les données, ou l'image des données, la preuve des données, et de suivre un produit, et de dire il est bien passé par là, ou il a bien respecté certaines choses. Mais sur la blockchain, on peut enregistrer des informations fausses. Oui. Quand on est dans la finance, 1, c'est 1. Après, on décide c'est un bitcoin, un dollar, un euro. Dans l'alimentaire, une pomme n'est pas une pomme. Ou un œuf n'est pas un œuf. C'est un œuf bio, un œuf français, un œuf plein air, etc. Donc, il faut qualifier ce qu'on met dedans. C'est pour ça qu'on a développé une deuxième solution qui va avec la blockchain et qui la rend pour nous scalable et déployable dans l'alimentaire. Et c'est une solution que nous, on appelle Live Audit, qu'on a développée qu'on a développé pendant 9 mois avec le CEA, le commissariat de l'énergie atomique à Saclay, en s'inspirant des systèmes de pilotage des avions, etc., pour identifier les incohérences. Et donc on a un système maintenant qui est opérationnel, on est en V2, la vraie V2, pas comme les V2 soi-disant, donc qui est scalable, qui est industrialisable, qui est industriel. D'ailleurs, on est actif sur 12 clients dans 3 pays en Europe, sur des gros volumes, et qui permet donc de prendre les informations en direct. On suit le produit, c'est du waste de l'alimentaire, si vous voulez. On suit le produit tout au long de sa filière de production. On capte les informations dans l'état où elles sont. Ça, c'est aussi un point important. Nous, on fait le Paris-Dakar. On ne joue pas à un sport où les règles sont définies. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la bosse. On ne sait pas ce qu'il y a derrière la dune, on ne sait pas si l'information, sous quelle forme elle vient et tout. Donc, à nous d'accepter la complexité. On prend la donnée telle qu'elle est, on la nettoie, on fait 42 contrôles de cohérence sans modifier la donnée, mais en la mettant, en la standardisant. C'est-à-dire que non seulement vous offrez une solution qui, à l'instar de ce que fait globalement la blockchain, garantit, qualifie, rend infalsifiable les données, la donnée, mais vous allez aussi, plus en amont, regarder si la donnée correspond bien au produit. Vous nous garantissez Absolument. Que la pomme est une pomme, quoi. Si vous voulez des œufs bio, vous voulez qu'ils soient bio. C'est ça. Si c'est juste pour savoir que c'est des œufs, vous les regardez. Et comment vous faites? Alors, ça veut dire beaucoup de technologie pour être capable d'aller assurer ces contrôles produits eux-mêmes. C'est un ensemble de règles métiers, de règles, de moteurs de règles, d'algorithmes, etc. C'est un peu le cœur du savoir-faire de Connecting Food. C'est quelque part, on a reproduit là-dedans. À deux, on a 40 ans d'expérience dans le food. Le travail d'un auditeur food. On le produit en digital, il n'y a pas d'intervention humaine. Et donc, on a des auditeurs actifs 24 heures sur 24, tout au long de la filière, partout dans le monde, parce qu'on est un SaaS. Voilà. Depuis l'agriculteur, depuis le producteur initial? Depuis le producteur de la vanille à Madagascar, jusqu'au producteur de glace qui peut être en Europe quelque part, jusqu'au magasin. Alors, en quoi la blockchain est stratégique là, dans ce... On le voit, mais je préfère que vous le reformuliez. La blockchain a du sens pour nous que quand il y a des intérêts qui peuvent être antagonistes. Aujourd'hui, en cas de désaccord entre un distributeur et un producteur, pour prendre cet exemple-là, au final, c'est le plus fort qui gagne. Demain, la blockchain permettra de rééquilibrer les pouvoirs ou dire, OK, on est en désaccord, normal, on regarde. Donc, on peut revenir, rejouer le match quelque part et dire, tiens, oui, tu avais raison, tu n'avais pas raison. Mais encore une fois, si on ne valide pas la donnée qu'on enregistre dans la blockchain avant, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, c'est là où on change les rapports de force, ce qui va nous amener aussi à redistribuer la valeur différemment. D'ailleurs, notre premier client a été un consortium de producteurs de lait en Vendée, donc un petit client, mais qui est un peu notre laboratoire. Et l'objectif était vraiment de redistribuer la valeur entre les producteurs
et entre les distributeurs et les producteurs. Dernière chose, après j'arrête. Non, mais allez-y. Notre solution est B2B, mais c'est B2B2C, parce que nos clients souhaitent que ces informations soient communiquées à leurs consommateurs. Et ce qui est intéressant, tous les clients qu'on a actuellement souhaitent que dans l'app, c'est une web app classique qui passe sur smartphone, mais qui est écrit en bas, enregistré dans la blockchain et certifié par Connecting Food. Parce qu'ils disent, si c'est une solution, je sais pas, Nestlé, développée pour Nestlé, par Nestlé pour les produits Nestlé, ça ne sert à rien. Il faut un tiers de confiance qui va même au-delà de la techno. Bon, mais on va le voir avec François Stéphane. Mais vous voyez bien que notre enjeu, là, c'est d'aller chercher dans vos expériences, dans le travail que vous réalisez, je disais, talent, vous, de quoi, dans d'autres domaines, développer les cas d'usage. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Qu'est-ce que vous dites à ceux qui auraient envie d'élargir? Parce qu'on voit bien l'intérêt pour l'agroalimentaire, on le voit bien pour la santé, les médicaments, garantir l'origine et la traçabilité peut-être, rendre ça infalsifiable. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui de mieux pour que ça aille plus vite et qu'il y ait plus d'acteurs qui s'en emparent? Alors, il y a plusieurs choses. Mettre une base de règles, etc., mais laisser libre les gens, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y aura demain. Moi, j'étais en 99 à Chicago sur une conférence sur le web, et les gens, voilà, ils disaient des choses, et 20 ans après, on est totalement ailleurs. Donc, bon, c'est ça. Il faut être interopérable, travailler avec les autres. Personne seul a la réponse. Que ce soit IBM, Connecting Food, Microsoft ou je ne sais pas qui. Voilà, il faut tous travailler ensemble, sachant que là, le but, c'est de développer le marché, se focaliser sur des cas d'usage, se répartir un peu les rôles. C'est ceux qui font les routes, qui font l'infra, ceux qui font l'API qui permettent d'écrire sur l'infra, typiquement IBM Food Trust, et ceux qui font des solutions plus métiers comme nous. Donc tout ça, il faut le mettre ensemble. Après, pour ceux qui ont des solutions françaises, il faut les accompagner, il faut les aider, pas seulement économiquement, parce qu'il y a déjà pas mal d'aides, mais plus il y en aura, et mieux ce sera pour nous, parce qu'on a toujours besoin d'argent, mais aussi de visibilité. Je prends un exemple, Franck Ayanis, qui était le monsieur chez Walmart qui a monté avec IBM et les producteurs de mangue le système IBM Food Trust. Au tout début, chez Walmart, maintenant il est au FDA, Food and Drug Administration, et est en train d'écrire les règles sur la traçabilité et la transparence aux États-Unis des produits alimentaires. Ça veut dire que demain, probablement, et pas dans 10 ans, probablement dans un an ou deux, pour vendre aux États-Unis sans avoir une surtaxe, il faudra peut-être montrer patte blanche via une technologie, parce que ça m'étonnerait que le monsieur ne fasse pas quelque chose sur la blockchain. Donc, ce type de vision, d'ambition, et porter des projets européens, parce que nous, on a des appels du pied tous les jours. Encore hier après-midi, un fonds de Palo Alto est venu nous voir en disant « On met tout ce que vous voulez dedans si vous installez aux États-Unis ». Et ça, nous, on ne veut pas. On veut rester là parce qu'on croit dans le modèle européen. Mais par contre, il faut aider les boîtes à se développer, à grandir, et pas devenir des extensions des gros Américains. Bon. Chinois. Alors, ça va être l'objet de notre discussion avec François Stéphane notamment. Vous êtes, vous, ingénieur au départ, vous avez fait votre carrière dans l'industrie et vous êtes devenu un des spécialistes blockchain. Sur les sujets technologiques, on en a parlé tout à l'heure, je voudrais qu'on revienne sur les facteurs clés à vos yeux, puisque aujourd'hui vous êtes un expert indépendant, sur les facteurs clés pour l'industrialisation, pour le développement. Si on fait un peu la synthèse de ce qui a été dit là, qu'est-ce que vous reprenez vous et que vous voulez pousser? Oui, je crois qu'effectivement, déjà, merci de m'avoir invité. Je suis très heureux de participer à ce 3e forum. Je me souviens encore du premier forum en mois de mars, si je me souviens, en 2016, dans les locaux de l'Assemblée. J'en garde encore un excellent souvenir. Je vais reprendre un peu des choses qui ont été dites. Peut-être au préalable, vous avez parlé de l'instant Netscape. Donc, moi, j'ai envie de faire un pari. Peut-être prenons le pari que le 18 juin 2019 pourrait être cet instant Netscape, parce qu'il y a eu justement la 3e édition du forum blockchain. Plus sérieusement, peut-être l'annonce par Facebook de son projet Libra peut être un facteur. Je reprends un peu ce qui a été dit sur l'usage, et je vais parler un petit peu de pédagogie, d'acculturation et de notions comme la blockchain expliquée à ma grand-mère. Je vais peut-être être amené à devoir expliquer la blockchain à ma belle-mère, parce que ma belle-mère, qui a plus de 80 ans, a des outils numériques et vient de basculer sur WhatsApp.
Donc je ne sais pas le temps que prendra le moment où elle va utiliser Libra sur son WhatsApp pour faire des achats. Non, mais si demain les notaires en France utilisent la blockchain pour valider, comme en Estonie, on l'a vu l'an dernier dans ce même forum, ça va intéresser tout le monde, y compris le plus éloigné des problèmes informatiques de nos concitoyens. Donc on y est, c'est ce que vous dites. Absolument, on parle de cas d'usage, je crois qu'il faut parler aussi d'usage. L'usage par le grand nombre de cette technologie qui disparaîtra. Bon, mais alors, les facteurs... Alors, les facteurs, moi j'en vois 3. Je voulais partager avec vous trois points qui me semblent importants. Ça a été évoqué, c'est l'acculturation. Je crois, moi je vois aujourd'hui que j'ai l'impression que la compréhension... alors, je parle des entreprises industrielles et je ne parle pas du secteur de la finance, dans lequel j'ai moins travaillé. Je trouve que la compréhension des dirigeants de différents niveaux dans les entreprises industrielles est quand même pas encore très, très élevé. Et je crois qu'au-delà des conférences comme celle-ci, il est important que ces dirigeants, les managers, les ingénieurs se forment avec un grand F. Mais comment on fait? Et comment on fait? Donc il y a des choses qui se font. Alors, je vais faire un peu de publicité pour le MBA que Joachim a lancé, la RM Conseil avec l'Institut Léonard de Vinci. Il y a un MBA Blockchain qui va se créer. Il y a une autre école qui crée un MBA Blockchain. Il y a des formations qui commencent à se mettre en place. Il y a différentes institutions académiques qui le font. Donc c'est concret, c'est faire bouger les compétences. Polytechnique en France, pour ne pas le citer, avec lesquelles vous travaillez. Voilà, Polytechnique aussi, l'École normale supérieure pour laquelle j'ai contribué, d'autres. Donc voilà, mais ça demande un certain investissement. Au-delà de passer une demi-journée dans une conférence comme ça, il faut prendre du temps, investir un peu d'argent en formation. Et je crois que c'est essentiel, et pas uniquement sur les ingénieurs techniques, mais aussi au niveau des dirigeants, des COMEX, dans tous les niveaux. Je crois que c'est extrêmement important. Dans ce domaine-là, je trouve aussi, ma perception, c'est qu'il y a peu d'entreprises en France qui ont mis en place des actions spécifiques, des organisations spécifiques pour traiter de ce sujet de la blockchain au bon niveau stratégique. C'est encore une affaire d'initiés, quoi. C'est-à-dire alors, pas dans tout. Il y a un certain nombre d'entreprises ici et qui ont déjà mené des actions dans ce sens, mais j'en ai vu peu. Je donnerai juste un exemple. On a parlé de l'Allemagne tout à l'heure. Est-ce que vous savez que la Deutsche Bahn, donc le SNCF allemand, a depuis 2 ans une équipe d'une 40aine équivalent temps plein, donc des personnes qui travaillent 40. à temps plein, 40 avec un responsable qui travaille uniquement sur la blockchain, et ils sont en train de renverser la table. Donc ils ont déjà identifié une 60aine de cas d'usage, avec toutes les phases, idéation, preuve de concept, et certains qui commencent à déployer, et ils remettent en cause tout leur métier. Y compris le métier de superviseur de réseau, etc. Bon, je suis sûr qu'il y a d'autres... Mais SNCF Réseau travaille sur des éléments de certification des données aussi. Bon, je ne me prononcerai pas sur SNCF Réseau, mais je n'ai pas entendu dire que SNCF Réseau aussi avait aujourd'hui une équipe de 40. Je ne dis pas qu'il faut une équipe dédiée de 40. Je sais qu'il y a un grand groupe d'énergie en France, que je ne citerai pas, qui a mis en place une task force spécifique avec énormément de gens. Les modalités peuvent changer, mais je crois que ça doit être pris au niveau stratégique, de façon peut-être temporaire. Demain, la blockchain va rentrer dans les... La blockchain fait partie des new tech. C'est l'intelligence artificielle, c'est l'IoT industriel, l'Internet industriel, c'est la blockchain. D'ailleurs, la valeur de la blockchain viendra de la combinaison de cette technologie avec d'autres. C'est l'IA dans la blockchain et c'est la blockchain pour l'IA. Ça veut dire que pour vous, il faut des équipes dédiées, il faut une plateforme de travail, il faut un coordinateur de projet, tout ça est très opérationnel. Il faut un peu tout ça, pas forcément des équipes. Il faut en tout cas investir. Quand on est un patron d'une entreprise, il faut d'abord être convaincu. Donc pour être convaincu, il faut apprendre, il faut se convaincre. Moi, je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Donc moi, j'ai mis du temps à comprendre. Très récemment, j'ai compris, parce qu'un chercheur m'a expliqué le mécanisme du minage. Bon, je ne vais pas y revenir, mais je sais maintenant ce que c'est que le minage. J'ai enfin compris. Je n'avais pas compris. Donc, il faut prendre le temps d'apprendre, être humble, et à un moment, il faut comprendre, même quand on est un dirigeant. Et chaque fois qu'un X me dit qu'il ne comprend pas, je me méfie. Ça cache quelque chose. Mais bon, vous avez raison. Alors, le troisième pilier, c'est quoi? Voilà. Alors, je pense qu'il y a ça. Le deuxième élément qui, à mon avis, est important, et ça a été largement dit ce matin, c'est la notion d'écosystème. Et je voudrais insister sur la notion d'écosystème nouveau. Parce que Stéphano parlait ou bien je crois que c'est Mathieu qui parlait de Carrefour qui travaille avec Nestlé. Bon, ils ont l'habitude de travailler ensemble. Je crois que c'est essentiel aussi ce que permet la blockchain, et elle aura sa valeur dans des écosystèmes nouveaux, pas naturels.
Voilà. Des gens qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble. Je prends l'exemple de la mobilité, par exemple, la nouvelle mobilité. Il y a une loi qui est en préparation en ce moment en France, c'est des sujets absolument essentiels pour notre société. Les nouvelles mobilités vont devoir associer des opérateurs ferroviaires, constructeurs automobiles, les opérateurs de flottes de véhicules, etc. Eh bien, la blockchain a le potentiel de favoriser ces écosystèmes. Mais il faut que ces acteurs-là réussissent à travailler ensemble, ce qui n'est pas forcément naturel. Et donc, il faut se dire, comment je fais pour travailler avec des acteurs avec qui je n'ai pas forcément l'habitude de travailler. Alors, il y a des organismes à but non lucratif qui se mettent en place. Bon, la mobilité, il y a un organisme qui s'appelle MOBI, le Mobile Open Blockchain Initiative, qui est dirigé par un Américain. Bon, voilà, dommage que ce ne soit pas un Européen. Je n'ai pas vu énormément d'Européens dans cette organisation. Mais voilà, il y a des initiatives. Il y a le LabChain, Nadia est là, l'IRT Systemix, où j'ai travaillé, qui fait ça dans le monde de la recherche technologique. Donc je crois qu'il faut encourager. En tant qu'entreprise, il faut regarder on a parlé de l'Energy Web Foundation, il faut regarder ces organismes-là. En tant qu'acteur public, je me dis qu'il y a peut-être moyen aussi de peut-être favoriser, en tout cas faire la publicité de ces acteurs-là. Je pense que ce sont des bons endroits pour favoriser ces nouveaux écosystèmes. Bon, ça c'est le deuxième point. Développer l'écosystème d'abord et avec ceux auxquels on s'attendrait le moins. C'est ce que vous nous dites. Sortir de sa culture d'entre-soi, de la filière elle-même. Bon. Troisième point, alors, la nouveauté, l'innovation. Moi, je crois, mais ça c'est pas propre à la blockchain, mais c'est propre aux nouvelles technologies, aux new tech, c'est les startups. On en a parlé aussi. Donc il y a un foisonnement de startups en Europe, en France. En France, et en Europe, on a des actifs, on a des super chercheurs, des super ingénieurs, on a des environnements favorables aux startups. Mais je crois que les startups, elles ont du mal à passer à l'échelle. L'enjeu de la discussion, c'est comment on passe de la preuve de concept au déploiement industriel. L'impression que j'ai, c'est que les startups, en général, ont quand même du mal à travailler avec les grands industriels. Elles vont faire des preuves de concept, mais après, quand il faut passer au déploiement à très grande échelle, ça peut être difficile et c'est pas forcément sur des questions techniques. Peut-être aussi parce que maintenant, même si ça commence à rentrer dans les mœurs, que nos grandes entreprises ou que les ETI concernés font pas assez d'open innovation, enfin ne font pas assez de recherche de start-up. Alors l'open innovation, je crois que ça marche plutôt bien. On fait de la recherche, de la R&D collaborative, on fait des expérimentations. Mais voilà, une initiative comme Archipels, demain, je suis persuadé qu'il va y avoir des start-up qui vont rejoindre cet organisme. Mais pour une entreprise rejoindre un grand groupe industriel en apportant sa compétence de start-up, alors là, dans la blockchain, ça peut être dans une autre technologie, j'ai le sentiment que c'est difficile pour certaines, parce que les grandes entreprises n'ont pas forcément... C'est une question culturelle. Alors aux États-Unis, il y avait le Small Business Act. Est-ce qu'il y a quelque chose à mener en termes d'action publique pour inciter les grands industriels à aller plus vite et à ne pas passer 10 mois ou 15 mois à passer du POC au déploiement, parce que là, on est dans une course de vitesse extrêmement forte. On est dans un nouveau monde et il faut aller vite. Alors, est-ce que Mathieu Le Sueur, M. Volpi, voulait dire un mot de réaction sur ces points parce que, et je passe la parole à Pierre Persson, mais sur ces éléments de méthodologie, qu'est-ce que vous rajouteriez, vous? Parce que c'est ce que vous faites. Chez Talent, vous cherchez à essayer d'introduire ces nouveaux éléments dans les démarches blockchain des entreprises. Vous cherchez à les pousser à développer ça. Oui, tout à fait. Et ce que je voulais rajouter par rapport à ce que vient de dire Stéphane, mais par rapport aussi à ce qui a été dit ce matin lors des tables rondes, c'est qu'il faut bien comprendre que finalement, la blockchain, c'est le monde de la confiance sans la confiance. Parce que... Joli paradoxe. Oui, tout à fait. Parce que on apporte en fait une preuve digitale. Et finalement, c'est pas on s'arrête beaucoup sur le terme de confiance, mais il faut aller voir derrière ce qu'il y a. Je fais confiance. Je vous fais confiance parce que derrière, il y a la preuve de quelque chose. Et jusqu'à maintenant, on se faisait confiance dans les relations commerciales, dans les transactions. Et par exemple, beaucoup dans l'agroalimentaire, on avait confiance en un label qualité, etc. Mais on n'avait jamais la preuve derrière. On avait effectivement un audit une fois tous les 2 ans ou une fois par an qui certifie que... Mais non, mais qu'est-ce que vous dites à vos clients ou à ceux que vous démarchez pour qu'ils s'embarquent dans le projet, je dirais, ou dans la blockchain, alors que justement, on voit bien les réserves exprimées par François Stéphane. Il nous décrit la réalité, en vérité, à part les gens passionnés ou les experts. Oui. Moi, je pense qu'il ne faut pas faire peur. Donc, la démarche de POC, comme je disais tout à l'heure, elle est intéressante. Et c'est ce que
on propose aux clients, mais c'est pas un POC pour un POC. C'est-à-dire qu'on fait rentrer le POC dans une démarche plus globale, dans une démarche de projet. Quand ça correspond à une amélioration. Oui, parce que donc une première amélioration, et ensuite on vient implémenter des choses sur cette première amélioration qui font que après on a des partages, on a la blockchain c'est un outil collaboratif. Mais je ne vais pas vous dire tout de suite, allez travailler avec votre fournisseur. Et, voilà, c'est des choses compliquées. Je vais vous dire comment vous voulez être sûr d'avoir une preuve de ceci ou cela. Voilà, je vais vous donner l'avantage. Donc, ça passe par, et on l'a déjà fait chez Talent, par réunir plusieurs acteurs d'un même secteur, où on va travailler ensemble à l'élaboration d'une solution commune. C'est ça. Qui peut être d'abord un premier POC, une première pierre à l'édifice, mais qui ne sera pas, en tout état de cause, l'unique pierre à l'édifice qui va amener d'autres choses et d'autres bouleversements et d'autres améliorations. Très bien, merci. C'était exactement ce que j'essayais d'avoir comme information. Comment vous faites, Stefano Volpi? Et puis, je reviens à M. Stéphane. Moi, je dirais deux choses. La première, c'est qu'on voit un vrai changement de fond des entreprises dans l'alimentaire au moins, parce qu'ils sont face à un vrai problème auquel ils ne savent pas répondre, c'est la perte de confiance du consommateur. Donc, si avant, il y avait des questions, est-ce que c'est intéressant ou pas, maintenant, et les interlocuteurs, nos interlocuteurs étaient les DSI et les gens de la qualité, maintenant, c'est les directions générales, direction de la stratégie et les directions marketing. Oui. Donc, c'est un vrai sujet stratégique. Et quand ça devient stratégique, ils veulent avancer, ils veulent aller vite, ils cherchent des solutions, que ce soit des grands groupes ou des startups ou des consultants. Et ce qui, pour nous, est une des clés fondamentales est pensée industrielle et pensée food, dans notre cas. Et donc, savoir connaître que les marges dans l'alimentaire ne sont pas extensibles. Et donc, on ne peut pas avoir des solutions chaque fois qui coûtent 50, 100 000 euros juste pour la mise en place. Oui. Donc, il faut avoir des coûts compétitifs. C'est pour ça que nous, on a investi dans notre solution industrielle à date 1 500 000 euros pour avoir quelque chose qui puisse être compétitif. 2, aller vite. Donc, on a modélisé tout le process. Nous, on tend à du plug and play. Aujourd'hui, on est capable de faire, entre le moment où on signe avec un client et le moment où on met en place, en moins de 3 mois, on est opérationnel. Ça veut dire qu'après, on peut déployer sur les produits suivants en moins d'1 mois. À ce moment-là, vous répondez à un vrai problème. Si vous rentrez, notre expérience, si vous rentrez dans une logique de discussion, voir ce qu'on pourrait faire, etc., les gens disent « ouais, mais ça ne répond pas à mon problème de business qui est comment je réponds aujourd'hui à mes consommateurs ». Donc, il faut être capable de délivrer. Pas cher et vite. Alors, ça nous ramène à une question que François Stéphane voulait évoquer, mais qui est importante. Dans ce contexte, aujourd'hui, on nous posait la question tout à l'heure, mais laquelle blockchain? Au fond, il y a quand même la question de l'interopérabilité entre les différents supports technologiques. Qu'est-ce que vous voulez nous dire là-dessus? Oui, moi je suis aussi convaincu que d'abord on est au début de l'histoire technologique, donc je crois qu'il y a, je ne sais plus combien, il y a de centaines de protocoles blockchain, de milliers de cryptoactifs, donc on parle beaucoup, il y en a 2 qui ont l'air assez dominants, mais il y en a plein d'autres. On va avoir des blockchains qui vont être adaptés à certains cas d'usage en fonction des caractéristiques qu'on cherche. Est-ce qu'on cherche, je dirais, des temps de transaction très courts? Est-ce qu'on cherche une volumétrie extrêmement importante? Quel niveau de confidentialité on cherche, etc. Donc, pour un grand acteur industriel qui va gérer des systèmes complexes, que ce soit la mobilité, de l'énergie, la construction d'un avion, c'est d'actualité cette semaine, il y aura forcément plusieurs blockchains, plusieurs réseaux. Moi, je peux vous dire, j'ai travaillé jusqu'à pas très longtemps dans une start-up, on a travaillé sur la tokenisation de notre modèle. À notre micro-échelle, on avait déjà identifié 2 protocoles blockchain qu'on allait utiliser. Donc vous imaginez à l'échelle d'un Airbus ou d'un EDF ou d'un Engie. Bon. Donc va se poser forcément la question de l'interopérabilité. J'en discutais récemment avec Daniel Ogo, qui est un des monsieur blockchain d'INRIA, qui est aussi chercheur à Polytechnique, fait un peu de pub. Pour lui, c'est un des sujets clés de recherche, académique, mais aussi de déploiement. Il y a des solutions qui existent, il ne faut pas forcément attendre 10 ans. Ouais. L'autre point technologique qui a été aussi évoqué, et notamment par Stefano et puis par Ledger, c'est ce lien entre le monde physique et le monde de la blockchain, et concrètement le lien entre l'objet humain ou technique qui va mettre l'information de la blockchain, ce qu'on appelle les oracles, et la blockchain.
Bon, le fait que, moi j'ai trouvé ça extrêmement intéressant, que Connecting Food travaille avec le CEA, un des fleurons français de la recherche technologique, c'est très intéressant, c'est très symptomatique. Ça veut bien dire que sur ces sujets-là, il y a énormément de choses à faire. Alors, les parlementaires et la salle. Je vais vous faire réagir Pierre Persson, mais, ou Claude de Ganay, peut-être si vous voulez dire un mot, mais les questions aussi ou les interpellations de la salle dont on a vu, ne serait-ce qu'au nombre de ceux qui ont déjà souscrit de crypto, qu'il y avait des spécialistes là. Donc, faites-moi signe. Dans un instant, je passe la parole à Pierre Persson, mais si vous avez des questions, des éléments de complément à ajouter dans notre conversation. Monsieur le député, déjà, par rapport à ce qui a été dit là. Oui, je voulais juste mentionner un acteur qu'on a peu évoqué. On l'a évoqué sur le cadre de la régulation, c'est la puissance publique. Mais on ne l'a pas évoqué sur l'innovation technologique. Parler de l'interopérabilité, c'est une très bonne chose. Geoffroy, tu évoquais la question aujourd'hui d'un écosystème qui se développe de manière hybride avec des petits, des gros acteurs. Mais je pense que nous avons tout intérêt à avoir une puissance publique qui finalement investisse massivement là-dessus et qui innove. Le CEA est un exemple qu'on vient de... Complètement, vraiment, mais... Parce que on est dans un écosystème qui va se développer et qui va faire fi finalement de la conception même de la souveraineté nationale, qui va eh bien dépasser tous les cadres que l'on connaît, les frontières. On voit bien, la Chine s'intéresse à émettre sa monnaie sur blockchain. On a donc Libra avec Facebook qui innove sur son stablecoin. Donc on doit avoir une puissance publique qui aujourd'hui non pas simplement est proactive en termes de réglementation, encadre finalement le développement de la technologie, mais aussi l'intègre et innove sur le sujet. Parce qu'il y a tous nos services publics qui peuvent être aujourd'hui abondés de cette technologie, améliorés de cette technologie, sur la perception de l'impôt, sur les moyens de paiement, sur la relation directe avec le concitoyen. On parlait aussi des actes authentiques dans le cadre des notaires qui sont quand même régis par l'État. Et donc toutes les perspectives, elles sont multiples. Et on a finalement aujourd'hui un pouvoir public qui est plutôt attentiste, qui regarde, qui se dit bon d'accord, alors comment est-ce que le secteur privé va s'en saisir, mais se pose pas la question finalement de quelles sont les perspectives, notamment pour les citoyens. Mais alors c'est quels acteurs? Parce qu'on citait le CEA, mais c'est l'INRIA, donc, mais c'est le LP6 à Jussieu, il y a quand même des acteurs français en recherche fondamentale frais pointus dans ce domaine. Bien sûr, mais ça doit être aussi nos administrations. Et sur ça, aujourd'hui... C'est à elles que vous pensiez? Oui, c'est plutôt à elles que je pense. Pas simplement à nos régulateurs ou finalement à nos chercheurs. Je pense que nos administrations doivent se poser la question de, aujourd'hui, notamment l'utilité du smart contract dans la perception de l'impôt. Quand vous payez votre bien et que vous voyez prélever en bout de chaîne de la TVA, vous pouvez considérer que eh bien, le smart contract pourrait avoir une utilité pour percevoir l'impôt. Et donc vous faites des économies d'échelle et structurellement, vous faites des économies dans la perception de l'impôt. Donc c'est plutôt un message à Olivier Dussopt et à l'ensemble. Pas simplement à Gérald Darmanin et à Olivier Dussopt, parce que je pense que finalement tous les pans de notre activité, de notre administration, de nos services publics peuvent finalement bénéficier de tout cela. Mais mon point d'alerte, il est de dire qu'il ne faut pas qu'on laisse la sphère privée et d'autres sphères publiques, mais de puissance étrangère, aujourd'hui s'investir là-dedans et en ayant nous une vision un peu angélique des choses en disant on va simplement développer un écosystème privé parce que l'État doit aujourd'hui prendre sa part dans le développement de la technologie parce que c'est plus que simplement qu'une technologie, ce sera aussi finalement une révolution d'usage. Bien noté. Alors moi j'ai deux petites questions. Rappelez-nous ce que vous faites, c'est juste pour qu'on comprenne. Je suis Julien, je suis un cypherpunk. J'ai deux petites questions. Pourquoi la CPR n'est pas là? La CPA? La CPR. CPR, oui. Contrôle et de régulation prudentielle. Deuxième question, je cherche à acquérir une licence bancaire en France pour faire une crypto-banque. Comment je fais? Imen Ayari, je travaille chez Talent. J'ai adoré la réflexion ou bien l'intervention de M. Persson lorsqu'il a dit que les régulateurs, ils sont les premiers à devoir intervenir ou bien profiter de la technologie blockchain parce qu'ils sont les premiers à être menacés. Donc lorsqu'on parle blockchain, généralement on parle de régulateur. Donc c'est plus simple de s'adresser à un régulateur, de lancer le process d'idéation, d'identifier les cas d'utilisation les plus pertinents qui ont un impact sur le citoyen, que d'aller vers un écosystème dans un domaine quelconque et essayer de réunir les différentes contreparties.
les différents stakeholders. Donc c'est plus efficace et ça va attendre et on va en tirer profit plus rapidement des avantages de la blockchain. Et si on veut donner des exemples d'administration publique, on peut noter les services des mines, le service cadastre, tout ce qui est régulateur dans le domaine de la santé, les mutuelles. Donc tous ces acteurs-là, on peut imaginer, rien qu'en faisant une petite réflexion sur l'impact positif sur le service et sur les coûts, c'est-à-dire le budget de l'État. Je voudrais aussi profiter du fait que je suis talent, parce que vous avez posé la question pour dire comment les sociétés pourraient aider à mieux arriver ou bien atteindre les objectifs de comment mieux profiter de la technologie blockchain. Donc vous avez parlé de la démarche prototype, c'est très important. Vous avez parlé de la formation, c'est crucial. Il y a aussi la réflexion idéation, parce que depuis les interventions de ce matin, personne ne veut prendre de risques, on essaie ce que les autres font. Voilà, nous sommes là, nous sommes présents, on fait des choses. Mais pourquoi ne pas plutôt travailler sur l'attrait principal de la technologie blockchain, qui est la révolution. Ça veut dire vraiment s'adapter à un métier, un domaine, etc. Mais pour le faire, il faudrait se mettre autour d'une table, des gens de métier, des gens de la technique, et dire, mais comment on pourrait réellement en tirer profit? C'est-à-dire comment on pourrait changer les règles de jeu et être les précurseurs, les pionniers, et non pas seulement faire comme les autres ils sont en train de faire. Merci. Merci. Bonjour, Michael Tirango, HSBC. Juriste. Donc moi j'aurais une question en fait qui porterait plus sur ce qu'on décrit comme étant le nouveau phénomène après les ICO qui sont les STO. Et donc on sait que pour que justement l'écosystème autour des STO puisse se développer, ça impliquerait cette fois-ci non plus la mise en œuvre d'un cadre au niveau français comme on a pu le faire avec les ICO, mais ça demanderait une réforme en profondeur d'un certain nombre de textes fondateurs en matière de droit bancaire et financier européen, comme MIFID, comme CSDR, de façon à ce que des titres qui soient soit tokenisés, soit émis naturellement sur une blockchain et qui soient cette fois-ci des instruments financiers puissent répondre aux conditions de négociation nécessaires pour être négociés sur des marchés et pour qu'on ait vraiment quelque chose qui puisse succéder à notre infrastructure de marché actuelle. Donc, puisque c'est une question juridique et réglementaire qui n'est plus cette fois-ci strictement française, mais qui a réellement une dimension européenne, et puisqu'on sort également d'ailleurs des élections européennes, est-ce qu'il y a une réelle stratégie française pour justement aller à Bruxelles et pour peut-être défendre de manière proactive et donc venir mener un petit peu cette révolution, enfin cette évolution en tout cas réglementaire qui serait nécessaire pour que les STO puissent véritablement prendre une dimension importante? Merci. On peut peut-être commencer par STO, tout à fait. Mais monsieur a raison, ça fait partie des sujets qu'on regarde un peu pour la suite, qui ont émergé au cours des travaux parlementaires autour de la loi Pacte. Donc évidemment, il y a une dimension européenne, puisqu'il faut le rappeler, dans l'ordonnance qu'on a prise en 2017, qui a été complétée en 2018 par le décret, on a bien fait attention de s'intéresser au champ des titres non cotés, des actions, des obligations non cotées, mais aussi des parts de fonds. C'était pas par plaisir qu'on s'est ainsi restreint, mais c'était pour être prudent vis-à-vis du champ du règlement CSD. Donc si on rentre un tout petit peu dans la technique, c'est un règlement qui nous impose un passage par certaines étapes de règlement livraison, notamment pour les valeurs mobilières, et donc les titres cotés rentrent dans cette catégorie. Donc vous avez raison, il y a une discussion européenne sur les textes européens à avoir, et pour vous rassurer, je peux vous répondre que oui, la France va bien sûr prendre son bâton de pèlerin. C'est un lien avec tout ce qu'on a dit aujourd'hui, parce que tout ça, ces premières étapes, le fait d'avoir été pionnier, le fait d'avoir tiré les premiers, je pense que ça va apporter du poids à la voix de la France dans le futur débat européen qui immanquablement aura lieu sur la blockchain et ses impacts sur les services financiers. Donc on arrivera fort de cet écosystème, de ce premier recul sur ces expérimentations, et je pense que ça va vraiment nous servir. Et ça va nous servir aussi à constituer autour de nous une coalition
de pays, puisqu'on n'arrivera à rien, évidemment, à Bruxelles si on y va seul, et une coalition qui sera peut-être un peu différente de celle qu'on connaît habituellement sur nos sujets financiers, puisque sur la blockchain, il y a peut-être d'autres pays à qui on doit tendre la main, qui sont très curieux, qui sont ambitieux, les pays baltes, les pays scandinaves, et qui pourront nous aider dans cette démarche. Alors sur la question de l'ACPR, peut-être du monsieur, j'imagine qu'il y avait aussi une contrainte tout bêtement de place, que tout le monde ne pouvait pas être représenté en même temps. Sinon, il n'y a aucun caractère d'obligation exhaustive, effectivement, donc c'est pas institutionnel, mais voilà. Après, on l'invitera la prochaine fois. Deuxième hypothèse, ils sont peut-être en train de suivre le live stream de ce que Facebook va annoncer sur le stablecoin, parce que ça a des répercussions assez importantes dans la sphère évidemment monétaire. Et sinon, plus sérieusement, on pourra évidemment, si vous avez des questions particulières sur une obtention de licence, etc., il y a un guichet unique qui existe entre l'AMF et la CPR, donc on sera un plaisir de relayer ça. Et peut-être un dernier point, vous m'avez présenté comme appartenant au trésor public. Au trésor, pardon. Enfin, non, mais on s'aime beaucoup, mais la distinction est importante pour rebondir sur le point de Monsieur Persson, parce que effectivement, il y a un certain nombre on parle des cas d'usage dans le privé, mais il faut aussi faire ce travail d'introspection. Alors, pour le coup, c'est un peu moins chez nous au sens de Trésor, mais la Direction générale des entreprises, par exemple, a entamé une réflexion sur toutes les applications, non seulement industrielles hors des services financiers, typiquement dans l'agroalimentaire, mais aussi dans la sphère État, sur tout ce qui pourrait se faire pour essayer d'importer cette petite étincelle technologique et voir quels sont les processus. Je crois que Madame a cité le cadastre tout à l'heure. On voit des domaines qui s'y prêtent de manière assez évidente. Alors évidemment, l'Estonie, on peut pas nous comparer à l'Estonie, mais on l'a vu l'an dernier, dans le forum blockchain de l'an dernier, avec l'ambassadeur d'Estonie qui nous racontait comment tout le notariat, tout cet aspect-là est déjà traité par la blockchain là-bas. Bon, ils sont 1 million, voilà, mais on voit bien quand même la dimension de cas d'usage exceptionnel qui arrivera inexorablement un jour ici. Oui, et alors pour le coup, l'Estonie revient peut-être un tout petit peu sur la e-résidence, tout ce qu'ils avaient fait. Enfin, il y a eu des circonstances récentes qui les ont ramenés un petit peu à une forme de prudence, mais oui. Voilà, très bien. Alors, sur Mathieu Le Sueur, sur les questions formation, ça va être une conférence talent. Là. Si talent pose des questions et talent répond. Je vais devoir répondre à ma collègue. François Stéphane répondre, mais on a déjà eu cette conversation. Alors, je reprends ce que disait tout à l'heure François Stéphane. On est sur des niveaux de discussion où finalement on montre à nos clients le potentiel disruptif de la blockchain. Et qui doivent donc y aller. Et qui doivent y aller par voie de conséquence. Mais on est sur des décisions stratégiques. On vient toucher à des modèles économiques. On vient toucher à des usages complexes. Et donc, il faut bien comprendre que ça ne peut pas se faire juste comme ça. Alors, le modèle... le problème, donc justement, c'est que la blockchain, c'est pas un projet comme un autre, ce que j'expliquais tout à l'heure. Et effectivement, on peut se voir reprocher d'utiliser des vieilles méthodes en disant, voilà, je vais faire une expérimentation, je vais voir comment fonctionne la technologie, etc. Mais on ne peut pas reprocher de faire cet essai-là, parce qu'il faut bien le faire pour comprendre comment ça marche et pour justement s'acculturer quelque part. Mais en même temps, il faut le faire intelligemment, c'est-à-dire dans une démarche de projet, comme je l'ai dit tout à l'heure. François Stéphane, Stéphano Volpi, vous êtes Domiti, de certaines, vous voulez rebondir sur les questions qu'on a traitées avant qu'on passe à l'industriel à nouveau. Peut-être je répondrai à la question sur le... Attendez, non, je laisse juste répondre. Gardez le micro. Mais je veux pas m'épancher parce que c'est vrai qu'on a beaucoup parlé des services financiers et je crois que Geoffroy a apporté une réponse très complète. Juste effectivement pour renchérir sur le fait que, en effet, le développement de la blockchain dans les services financiers, c'est la prochaine étape.
étape et que celle-ci doit être faite au niveau européen. Il y a déjà des travaux qui ont été entamés au niveau de l'ESMA. Je le mentionne parce que c'est important, un rapport qui a été publié en janvier de cette année, 2019, et qui détaille effectivement l'ensemble des obstacles au déploiement de cette blockchain dans les services financiers. Et je tiens également à souligner qu'aujourd'hui, même si on en parle beaucoup, il y a encore très peu de projets vraiment concrets et construits qui sont déployés à l'heure actuelle dans ce domaine-là, au niveau international, je parle. Donc là encore, je crois qu'on peut dire qu'on n'est pas en retard, voire même on est encore dans les temps. Mais cette banque européenne, pour ne pas dire anglaise, vous pousse à créer un cadre à l'échelon européen. Et notamment, c'était la question de monsieur d'HSBC. Donc on n'est pas en retard, vous nous dites. Mais la question, c'était comment la France porte-t-elle, alors vous n'êtes pas ministre des Relations européennes, mais comment la France porte-t-elle cette question à Bruxelles ? Non, mais effectivement, je pense qu'aujourd'hui, on a un dialogue très nourri avec nos collègues de la Commission européenne qui sont très intéressés pour avoir justement un peu de feedback sur concrètement comment ça se passe, quels sont les projets qu'on voit. Donc, comme le disait Geoffroy, je pense que le fait d'avoir des cadres nationaux qui rentrent en vigueur vont aussi servir ce dialogue avec les autorités européennes. Après, effectivement, de toute façon, depuis le début, nous, on a porté le message du fait que la réglementation dans ces domaines blockchain doit être à minima au niveau européen. Une réglementation nationale a du sens à court terme, mais compte tenu des applications qui sont aujourd'hui souvent transfrontalières, il faut envisager le niveau européen. Donc, on sera... Donc le message est entendu. Stéphane Volpi, et c'est François Stéphan. Donc, Monsieur Stéphan, vous avez le micro. Sur les questions qui sont posées sur la façon de faire. Alors, moi, je reviendrai sur la question de réinventer un marché. Nous, on réinvente, on n'utilise pas le terme disrupter parce qu'on n'aime pas trop, mais on réinvente plutôt le marché de l'audit alimentaire, oui, qui aujourd'hui a une efficace et une efficience, qui est porté par les acteurs classiques qu'on connaît, hein, les Bureau Veritas, etc. Oui. Ils sont habillés. Et c'est la vie, c'est le jeu. Ils servent, ils sont utiles dans tout ce qui est audit process. Est-ce que vous êtes capable de faire quelque chose? Par contre, l'audit produit, vu les quantités de produits qui passent, il est impossible d'avoir une personne partout. Donc, c'est là où c'est inefficace et inefficient. On a eu des oppositions, des gens qui disent non, ce que vous dites ne tient pas la route et tout ça. Et après, on a eu par contre un acteur, c'est un Anglais. Alors, est-ce que c'est le pragmatisme anglo-saxon? C'est Lloyd Register, donc c'est un des leaders mondiaux de l'audit, qui nous a dit on a compris que notre marché va se réinventer et plutôt que s'opposer et se réveiller dans 2 ans en disant oh merde, on est passé à côté de quelque chose, bah, on vous propose un partenariat et donc on démarre, ils sont avec nous encore demain. Eux, ils assurent tout ce qui est audit de process et nous, tout ce qui est audit de produits. Ils sont 7000 dans le monde. Donc, en termes de scalabilité, industrialisation, ils vont commencer à vendre de demain dans le monde, dans leurs clients, les solutions Connecting Food. Donc là, on passe déjà des solutions opérationnelles sur la blockchain et qui réinventent totalement un marché. Et on espère dans 2-3 ans que le marché ne ressemblera plus à ce qu'il est aujourd'hui. Mais voilà, François Stéphan, comment 2 acteurs qui étaient a priori concurrents ou qui n'étaient pas sur le même terrain inventent un écosystème, parce que c'est une force de frappe, y compris pour vous, Connecting Food, cette capacité à scanner, par exemple, offerte par cet autre industriel ou à ce qui l'y suit. Oui, puis autre exemple, c'est la grande entreprise avec la start-up. C'est ça. Voilà. C'est pour ça que même si c'est plus tout à fait une start-up. Il y a des grosses start-up. Il y en a même qui. Et ce qui est intéressant, c'est que les grandes entreprises reconnaissent la valeur de la start-up. Et c'est pas de dire bon, je t'aide à grandir un peu, et après je t'écrase. C'est ça. On joue d'égal à égal. Et c'est ça qui est fondamental. On a signé un accord où, quelque part, c'est eux qui s'écrasent un peu. C'est tu es visionnaire, viens travailler avec moi, m'aider. Alors, François Stéphan, et puis après, je me tourne vers l'ordre de la retraite. Oui, juste 2 mots pour répondre sur la question de la révolution. Je crois qu'on est dans un nouveau monde. Enfin, si on est d'accord pour se dire que le nouvel or noir, c'est la donnée, on est dans l'économie de la donnée. Je crois que la blockchain est une technologie facilitant
et des nouveaux modèles de valorisation de la donnée, ça a été évoqué. La façon de partager la donnée sans toute la partager entre industriels. Je citerai trois exemples dont on a déjà parlé, mais l'énergie, les cas d'usage que l'IRT Systemics a travaillé avec EDF en particulier, c'est le marketplace de la donnée énergétique pour les échanges. Les données de mobilité, c'est clé. Les futurs systèmes de mobilité s'appuieront sur les données, donc la blockchain forcément a une utilité. Et puis dans des domaines peut-être moins évidents, c'est la conception. Je reprends l'exemple de l'aéronautique parce que c'est l'actualité. Je peux vous dire qu'Airbus travaille de façon extrêmement importante sur la blockchain pour partager les données avec tous ses fournisseurs de rang 1, de rang 2, de rang 3, sans forcément dévoiler des secrets industriels. Donc je crois que c'est des sujets extrêmement importants. En plein Bourget, en effet. Vous êtes d'actualité. Entre Facebook et le Bourget, nous sommes aujourd'hui dans ce forum, dans l'actualité. Des applaudissements, si vous voulez bien, pour remercier les orateurs de cette table ronde.